soir. Une explosion nucléaire. Voilà un scénario qui s'est déjà répété plusieurs fois sur notre planète, mais que nous n'avons pas encore réussi à éliminer de notre réalité. Depuis les premiers essais nucléaires dans les années 40, mais surtout après les plus récents accidents des centrales de Fukushima et Tchernobyl, il nous est devenu impossible de nier les risques associés à la manipulation de matériaux radioactifs, cette manipulation qui est nécessaire pour la production d'énergie nucléaire. Alors ces accidents peuvent très vite se transformer en un énorme problème de contamination, tant au niveau de l'environnement que de l'homme. La contamination étant liée à ces radionucléides, ces petites particules radioactives toxiques qui vont être disséminées tout autour de nous très facilement après une explosion. Et ces particules vont pouvoir nous contaminer assez facilement par différentes voies, comme l'inhalation, c'est-à-dire si nous respirons une atmosphère contaminée, ou par ingestion, si nous consommons de l'eau ou de la nourriture contaminée, ou alors à travers des blessures. Ces radionucléides en question, ce sont des éléments chimiques radioactifs comme le plutonium, l'uranium, qui vont causer de nombreux dégâts une fois incorporés dans l'organisme. Ils vont se déposer dans les os, le foie, les reins, et commencer à générer des hausses rapides de taux de cancer. Et donc ce sont ces dépôts de radionucléides que mon équipe et moi-même cherchons à réduire en développant ce qu'on appelle des molécules chélatantes. Pour cela, nous nous sommes inspirés de la biochimie du fer. Le fer n'est pas radioactif, c'est un autre élément chimique qui, lui, nous est essentiel. Nous avons tous besoin de fer pour des fonctions vitales, élémentaires, comme la respiration, par exemple. Et les micro-organismes aussi ont besoin de fer. Quand une bactérie pathogénique nous envahit pendant une infection, elle va vouloir se procurer notre fer pour survivre. Et donc elle va envoyer ces petites molécules qui marchent comme des crabes avec des pinces, qui cherchent le fer, s'agrippent au fer, forment une capsule et vont ramener le métal à la bactérie. Alors nous avons copié cette stratégie, puisque nous avons aussi développé des crabes, mais eux, ils aiment le plutonium. Et donc c'est en modifiant la structure de ces molécules chélatantes que l'on change les pinces et que l'on va cibler avec beaucoup plus de spécificité les radionucléides, qui vont alors former un complexe plutôt stable et qui va être excrété plus rapidement et plus facilement. Alors super, on a une molécule chélatante qui marche, bon. Mais en fait, le plus gros du travail reste à faire, puisque imaginez un scénario de contamination. Il va nous falloir être capable de distribuer cette molécule de manière massive et facile, mais aussi être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et donc, pour acquérir le statut de médicament, nos composés doivent répondre à plusieurs critères. Ces critères, c'est de pouvoir être produit à grande échelle, ou de pouvoir être administré facilement, c'est-à-dire par voie orale, par exemple. Ou alors de s'assurer que l'on connaît leur devenir dans l'organisme pour savoir s'il y a une toxicité éventuelle. Et donc, mon équipe de recherche a passé les 8 dernières années à faire en sorte que notre meilleure molécule réponde à ces critères. Et nous en sommes arrivés à ce produit. Alors, ça ne brille pas dans le noir, ça ressemble à n'importe quelle gélule que vous pouvez trouver en pharmacie. Ce n'est pas très impressionnant. Mais nous avons fait tous les tests pour déterminer l'efficacité de ce produit, et ça marche. Et nous sommes enfin prêts à démarrer nos essais cliniques chez l'homme. Alors rassurez-vous, nous n'allons pas faire d'essais cliniques contrôlés où on contamine des personnes avec du plutonium exprès, juste pour vérifier que notre produit marche. Non. Nous allons juste voir si ce produit... nous allons essayer de comprendre sa pharmacologie, nous allons voir s'il y a par exemple des effets secondaires chez l'homme. Et une fois que ces tests seront finis, nous serons enfin en mesure de répondre à une contamination nucléaire. Bien que, on espère bien sûr ne jamais être confronté à une telle situation. C'est quand même bien ironique de développer un produit qu'on espère ne jamais utiliser. C'est un peu n'importe quoi au niveau business. Donc, aucune compagnie pharmaceutique n'aurait voulu dépenser autant d'argent que nous ou passer autant de temps que nous à développer un tel produit. Alors nous avançons lentement, mais grâce au soutien d'organismes gouvernementaux, et nous avons vraiment bénéficié de la conjoncture actuelle.
Alors, quelqu'un a-t-il vu les dernières nouvelles de Corée du Nord ce matin? Oui. Ce scénario n'est pourtant pas nouveau. Nous sommes en septembre 2016, et pourtant, cette photo que je vous ai montrée tout à l'heure, ces essais datent des années 40. Les premières bombes atomiques ont été lâchées dans les années 40. Depuis que l'on a découvert le plutonium, que l'on connaît les effets néfastes de la contamination radioactive, des chercheurs du monde entier s'activent pour découvrir un traitement. Alors moi, je ne suis pas arrivée les mains dans les poches avec mon idée brillante. J'ai bénéficié bien sûr de 2 systèmes d'éducation hors pair en France et aux États-Unis, mais surtout, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, une jeune Française fraîchement diplômée dans un gros labo américain, on m'a mise de pair avec une de mes mentors qui avait à l'époque 87 ans. Et donc avec mon directeur de laboratoire, elle avait travaillé sur ce projet depuis des années, depuis les années 50. Et elle avait testé et développé des centaines de molécules. Et ça fait beaucoup de souris à tester. Mais en revanche, il n'avait pas encore franchi toutes ces étapes pour passer d'une molécule sur la paillasse de laboratoire à un produit qu'on peut commercialiser. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, ces études, il y en a beaucoup à faire, dans plein de domaines différents. Et il faut beaucoup d'énergie pour, par exemple, aller chercher des financements, pour collaborer avec des équipes extérieures, des équipes internationales. Et donc, ces chercheurs m'ont tout appris. Mais ils m'ont aussi fait confiance pour prendre ce projet en main. Une confiance parfois sans limite, qui m'a vraiment permis d'avancer plus vite et qui m'a permis de contribuer à cet effort en apportant mes propres points de vue, qui étaient le plus souvent différents du leur. Et donc maintenant que je dirige ma propre équipe de recherche, c'est quelque chose que je dois me forcer à me rappeler, que mon expertise n'est pas universelle, qu'il faut faire place aux nouveaux venus. Même s'ils n'ont pas le même parcours scolaire que moi, le même âge, la même origine, les mêmes points de vue. Ma responsabilité maintenant, c'est de continuer nos projets, de les renouveler aussi, mais surtout de faire la place aux nouveaux venus, de leur fournir toutes les ressources techniques et de leur laisser le champ libre pour qu'ils puissent prendre leurs propres risques, leurs propres initiatives, pour pouvoir pousser l'innovation plus loin. Alors pensez à ces particules radioactives. Elles ne font pas la différence entre Français et Américains. Elles ne font pas la différence entre femmes et hommes, elles ne font pas la différence entre vieux et jeunes. Et donc, peut-être nous pourrions être un peu comme elles et essayer d'évoluer vers un modèle multisocial, multiculturel, multigénérationnel, pour que nous puissions nous attaquer à ces vieux problèmes, pour que nous puissions développer de nouvelles technologies et surtout apporter des solutions efficaces.